Salut à tous, j'espère déjà que vous portez bien et bienvenue dans la 27e partie de notre formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony 7. Au niveau de cette 27e partie, on va entamer avec la partie notification. Donc, notification venant de Stripe, c'est-à-dire après un paiement sur Stripe, on aimerait bien envoyer une requête, on aimerait bien recevoir les détails de la commande, au niveau de notre application. Donc, c'est ce qu'on va essayer de gérer dans cette vidéo. Jusqu'ici, tout ce qu'on a déjà eu à mettre en place, c'est tout simplement que après avoir payé la commande du panier, le propriétaire de l'application devait recevoir les informations de paiement, les informations du panier, le contenu du panier, les informations de facturation et toute l'information au niveau de Stripe, tout simplement. Donc, il pouvait récolter ces informations dans son compte Stripe en cliquant sur le paiement en question. Le problème maintenant, la difficulté qui se pose maintenant, c'est tout simplement que, après avoir reçu ces informations au niveau de Stripe, on aimerait bien avoir aussi ces informations au niveau de notre application pour aussi les stocker en base de données. Tout simplement parce que dans notre application, on imprimait la facture. Donc, on avait donné la possibilité pour le cas du paiement à la livraison de pouvoir imprimer la facture directement de notre application. Et pour l'instant, pour ce qui est du paiement à la livraison, ça fonctionne. Mais pour ce qui est du paiement en ligne, on n'a pas les informations, on n'a pas ces commandes en local. Donc, le propriétaire de l'application devait tout simplement recevoir ces informations au niveau de Stripe. Maintenant, ici, dans cette vidéo, on va aussi donner la possibilité de transférer ces informations depuis Stripe à notre application et recevoir ces informations depuis notre application et de pouvoir les stocker en base de données, de stocker la référence de paiement au niveau de la base de données. Donc cela nous permettra déjà dans un premier temps d'avoir des commandes qui ont été payées en ligne aussi dans notre base de données en local et nous donnons aussi la possibilité de pouvoir créer la facture comme on avait vu pour des paiements à la livraison. Donc ici, ce qu'on va essayer de voir. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons mis en place le système de paiement sur Stripe, tout simplement. Donc on pouvait payer la commande du panier. Donc le visiteur devait tout simplement ajouter des produits au panier. Ensuite, cliquer sur payer sa commande pour être redirigé vers Stripe, tout simplement. Et dans cette page, Stripe devait renseigner les informations de sa carte de crédit pour pouvoir payer. Et après le paiement, son panier était transféré au niveau de Stripe, tout simplement. Donc, le propriétaire de l'application devait recevoir ces informations sur Stripe, tout simplement. Donc, ici, on va tout simplement gérer cela. Et je rappelle que ceci, c'est la 27e partie d'une série de formations sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, je vous conseille déjà de commencer par la première vidéo afin de revenir sur celle-ci. Tout au long des vidéos qui ont précédé cette vidéo, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments, un certain nombre de composants et un certain nombre de fonctionnalités telles que l'authentification. Donc, les visiteurs pouvaient déjà s'authentifier dans notre application. S'authentifier veut tout simplement dire donner la possibilité de créer un compte, de se connecter à son compte, de créer une session utilisateur et de pouvoir gérer tout ce qui est utilisateur. Donc on a vu cela. On a aussi vu la partie produits. Donc où l'admin pouvait créer des produits, modifier des produits et tout. On a aussi mis en place le système de catégories où on catégorisait nos produits. On pouvait savoir tel produit est lié à telle catégorie, ainsi de suite. Et on avait ces différentes catégories au niveau de notre menu. Et on pouvait donc filtrer tout cela. Donc ce qu'on a essayé de voir dans d'autres vidéos. On a aussi mis en place le système de panier. On a vu comment créer du panier, tout cela. On pouvait ajouter des produits au panier, ainsi de suite. Et après cela, on a intégré le système de commande où on pouvait donc gérer la commande et payer à la livraison. Jusqu'ici, ce qu'on a géré, et on a aussi intégré le système de paiement par Stripe. Donc, cette vidéo est la suite de ce paiement-là, où on va tout simplement voir la partie notification. Sans plus tarder, on va se rendre directement dans notre application. Donc, je ne veux pas trop expliquer, détailler. Donc, on va se rendre au niveau de notre application. Ici, dans notre application, on avait un ensemble, on avait mis en place un certain nombre de composants. Donc, on avait mis en place la route qui permettait de rediriger l'utilisateur en cas d'échec, en cas d'annulation de paiement. On avait aussi mis en place une route qui permettait de rediriger l'utilisateur en cas de succès de paiement. On avait ici P/success pour
pour des paiements réussis, on devait rediriger l'utilisateur vers cette page ici. Donc ici, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on avait aussi quoi? On avait Stripe Payment qui permettait tout simplement de faire comment? De gérer le paiement, de soumettre le paiement. Et puis bon, ici, on avait une redirection, l'URL de redirection qui devait rediriger, qui devait retourner le lien de redirection vers Stripe. Et c'est ce lien-là que l'utilisateur devait, c'est cette page-là qui devait tout simplement afficher la page de paiement, permettre au visiteur de pouvoir payer sa commande. On avait un ensemble d'éléments, on avait ceci, on avait ligne item qui était envoyé, qui était l'ensemble des produits de notre panier dont on souhaitait payer. On avait produit et on disait que le prix se donnait en centimes. Donc ça supposait donc qu'il fallait prendre votre prix en euros fois 100 pour transférer au niveau de Stripe. Ici, on avait cancel URL qui était la route de redirection en cas d'annulation de paiement. Et ensuite, on avait success URL qui était la route de redirection en cas de succès de paiement tout simplement. Et ici, on avait les metadata qui étaient tout simplement là dans des metadata. Et on a vu les metadata. Et dans les metadata, on pouvait tout simplement ajouter les informations qui devraient être transférées sur Stripe tout simplement. Comme par exemple, je sais pas, si vous avez des informations supplémentaires à envoyer, vous pouvez donc ajouter tout simplement ces metadata, tout simplement. Et ici, on avait donc la fonction qui permettait de recueillir, de recevoir l'URL de redirection, tout simplement l'URL de redirection après le paiement. Et au niveau de order controller, qui était ce contrôleur qui gérait la commande, on implémentait cela. On importait déjà la classe new Stripe tout simplement qui venait de Stripe Payment tout simplement. Ici, on avait ceci, on récupérait déjà le prix, on passait cela en paramètres et tout cela, et puis on redirigeait vers la page de paiement. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant, et au niveau de notre Stripe, on pouvait recueillir, on pouvait avoir des commandes. Et pour cela, il fallait donc se rendre dans paiement. Au niveau des paiements dans Stripe, on pouvait déjà afficher les paiements, tout simplement. Donc, si je me rends ici, par exemple, dans paiement, on avait donc ici les différents paiements qui avaient été effectués depuis dans notre application. Ici, on va donc gérer ce que j'ai dit. On va gérer les webhooks. On va transférer la requête après le paiement. Stripe va devoir envoyer une notification au niveau de notre application qui va déjà contenir le corps de notre commande, les informations de paiement ainsi que les informations de facturation, tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse faire la mise à jour au niveau de notre base de données. Ce qu'on verra ici. On va se rendre à ce niveau-ci. Dans développeur, vous avez vous pouvez vous rendre déjà dans développeur. Dans développeur, l'onglet développeur tout simplement ici, rassurez-vous d'être en mode test. Parce que ici, on teste notre application. Donc, on se rend dans clé d'API. On avait déjà ici. On va se rendre dans webhooks. Dans ce webhooks, c'est pour déjà créer des endpoints. Et comme j'avais dit, si votre application est déjà en ligne, cela est beaucoup plus facile parce que il suffira seulement d'ajouter un endpoint. Vous allez tout simplement entrer un endpoint. Et ce endpoint correspond tout simplement à la route qui va traiter la notification dans votre application. Donc ça suppose déjà que si votre route est /Stripe/notification, vous devez ajouter cette route-là. Et c'est cette route-là qui va donc recevoir la requête venant de Stripe tout simplement. Et vous allez donc parser la requête pour pouvoir ressortir les informations de cette requête pour pouvoir les stocker en base de données. Maintenant ici, vous avez des écouteurs locaux. Ça permet déjà de tester en local. Bon, chez vous, je suppose que vous n'avez pas ceci. Parce que j'ai déjà eu à faire des tests. Pourquoi j'ai cette partie-ci là. Donc, vous aurez probablement un bouton. Dans cette partie, un bouton ajouter un endpoint. On va cliquer là-dessus. Si on se rend maintenant ici, dans ça, ajouter un point, vous allez entrer le endpoint ici là. C'est-à-dire l'URL, le retour, le traitement de la notification depuis votre application. Et comme nous sommes en local, dans ce cas, ça ne peut pas fonctionner vu que nous sommes en local. Donc, si vous essayez d'entrer 127.0.0.1.2.8/500, je sais pas quoi, notification, ça ne va pas fonctionner parce que déjà, nous sommes en local. Mais si votre application est hébergée et que vous avez une URL accessible depuis le web, cela devrait normalement fonctionner, tout simplement. Donc, on va revenir ici là. Dans notre cas, vous pouvez donc ajouter un endpoint. Ajouter autant de endpoints que vous souhaitez. Bien, dans notre cas, comme on souhaite tester en local, comme nous sommes en local, on va quand même tester cela en local. Et Stripe donne une possibilité de pouvoir le faire. Si on clique sur tester en local, ils vont nous donner tout simplement une documentation. Une documentation à suivre pour pouvoir tester en local. Donc, on aura
Ici déjà, qu'est-ce qu'il nous demande déjà de faire? En 1, ici, il demande d'utiliser l'interface de ligne de commande pour simuler les événements script dans votre environnement local ou informer. Donc voilà, ou informez-vous sur les web. Bref, ici c'est quoi? Les web vont tout simplement nous permettre de pouvoir gérer la notification comme j'ai bien expliqué. Ici, pour tester en local, on va suivre la documentation, ce qui est ici. Et ici à droite, vous avez un exemple de code source. Tout ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va seulement l'adapter ceci à notre Symfony. Tout simplement parce que nous sommes sur Symfony. Ici, on a le code puis PHP. Comme vous avez là un require auto, vend auto, tout simplement. Donc, on ne peut pas suivre cette documentation à la lettre, vu que nous sommes, voilà, nous sommes sur Symfony. Mais si vous êtes sur PHP, tout court, tout simple, vous pouvez toujours suivre cela. On va tout simplement essayer d'adapter ceci à notre Symfony. Donc, ce que je vous explique n'est pas sorcier. Bon, ça ne vient. C'est tout simplement cette documentation, ce que vous allez essayer d'adapter à notre application. Donc, on va sur la documentation. Il demande ici, la première chose à faire, c'est déjà de télécharger l'interface de ligne de commande. Donc, cette interface va déjà nous permettre de pouvoir utiliser la commande script, tout simplement. Parce que si je reviens ici, là, dans mon CMD, si j'essaie de tenter script, tout simplement, vous allez constater, on va dire que cette commande n'est pas reconnue en tant que commande interne ou externe, tout simplement. Donc, on va essayer de pouvoir utiliser cette commande. Et pour utiliser cette commande, on commence par l'installation de quoi? On commence par télécharger l'interface en ligne de commande. On va cliquer là-dessus et on sera probablement redirigé vers la page, vers une page. Ici donc, on a donc la documentation, démarrer l'interface en ligne de commande script. Vous pouvez lire, comme nous sommes sur Windows, vous allez descendre à installer l'interface de ligne de commande. Vous allez sélectionner en fonction de votre système. Vu que je suis sur Windows, je vais me rendre sur Windows, tout simplement à ce niveau. On demande de télécharger le dernier fichier zippé de Windows depuis GitHub. Je vais tout simplement cliquer sur le lien GitHub pour être redirigé vers la page de téléchargement. Donc, je me redirige déjà vers cette page. Ici, donc, on demande d'ajouter .script.s à la variable d'environnement path. Ouais, pardon. Après le téléchargement, pour bénéficier de cette commande, on va devoir l'ajouter au path tout simplement. Donc, si je me rends tout simplement ici, à la page de description, on va sélectionner ce qui correspond à la version de notre système. Vu que je suis sur un Windows 64 bits, je vais télécharger Script Windows 64.zip tout simplement. Je clique là-dessus et on a dans le téléchargement, on a dans le fichier qui était généré. Je vais cliquer sur télécharger. Ok, j'ai donc le téléchargement que voici tout simplement. Donc je vais aller. Bon, j'ai donc ce téléchargement à ce niveau-ci. Donc j'ai téléchargé le fichier. Si je tente de l'ouvrir, on a ceci. À l'intérieur de ce fichier, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais déjà commencer par décompresser. On va décompresser tout simplement à côté de ici. Si je l'ouvre, on a quoi? On a un fichier script.x. On va tenter ici. Si on essaie de double-cliquer sur le fichier, on a directement ici là, on demande d'ouvrir là. Bon, ici déjà c'est bien. Ça se voit très bien. Donc ici, on a téléchargé notre fichier. Si je tente de nouveau d'exécuter ma commande, vous allez constater que ça va toujours pas fonctionner. Ici, ça ne fonctionne toujours pas. Ça fonctionne toujours pas tout simplement parce que cette commande n'est pas, parce que ce fichier n'est pas encore dans notre, dans notre, je peux dire, dans notre path système. Alors que si je reviens ici à l'intérieur, et que je tente d'exécuter la même commande, vous allez constater que cette commande va fonctionner tout simplement parce qu'on est dans le répertoire de ce fichier-là. Si j'ouvre, j'ai ouvert directement dans le répertoire où on retrouve ces fichiers-là. Si je tape maintenant Script, tout simplement. Si je tape tout simplement Script et que je valide, vous pouvez constater ici bien que on a bien la commande qui fonctionne à partir d'ici, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire l'effort. On fera en sorte que qu'on puisse accéder à cette commande partout, dans tout emplacement, dans notre application. Parce que jusqu'ici, ce n'est que dans ce même répertoire qu'on a accès à cela. Et pour avoir cette possibilité, on va copier l'URL, ou généralement c'est conseillé,
on va d'abord déplacer le fichier, ce répertoire de la page de téléchargement. Ben, vous pouvez toujours l'ajouter à partir d'ici, mais c'est pas très conseillé. On va le déplacer directement vers le répertoire C, parce que dans ce répertoire C, on a beaucoup plus de droits. On va le coller dans le répertoire C à ce niveau. Si je vois maintenant de nouveau, on a ceci. Je veux tout simplement copier le lien qui mène vers ce fichier-là. Je copie maintenant. Ensuite, je vais au niveau d'ici. Je veux l'ajouter au PAF de mon système. Tout l'exercice, ça consiste seulement à faire fonctionner notre commande. J'arrive ici. Je dois taper variable d'environnement. Variable d'environnement. Vous allez voir dans variable, modifier la variable d'environnement système. On va ouvrir cette page aussi. Cette page. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On va cliquer sur variable d'environnement. Vous cliquez là-dessus. Vous allez vous rendre dans, je crois, dans PAF. Ici, dans PAF. Vous allez double-cliquer sur PAF. Ensuite, vous allez aller dans Nouveau. Ensuite, vous allez tout simplement coller ceci, tout simplement, pour pouvoir ajouter notre fichier au PAF de notre système. Ensuite, vous cliquez sur OK. OK. Vous revenez là. OK. Je pense là, c'est bien. On a donc ajouté notre fichier au PAF de notre système. Je pense aussi pour accéder au VAR d'environnement, pour aussi venir dans Système, aller dans Propriétés, je crois. Dans Propriétés, vous pouvez aller dans Paramètres Système avancé. Oui, ici. Vous avez donc toujours cette possibilité-là, tout simplement. Vous allez aller dans Variable d'environnement. Dans le cas où vous ne retrouvez rien au niveau de la recherche, vous pouvez suivre les étapes en passant par voilà. Donc ici, donc, c'est déjà bien. On peut donc essayer de tester à nouveau cette commande-là. Je vais revenir dans CMD, tout simplement. Dans CMD, si je tape Scribe, là maintenant, et que je valide, vous pouvez constater que là maintenant, on a donc accès à notre commande. Donc, on a la commande qui fonctionne maintenant. Ici, maintenant, c'est bien. Ce qu'on va maintenant faire, c'est que on va continuer avec notre documentation. Donc, on a déjà téléchargé notre voilà, on a déjà téléchargé notre fichier. Ensuite, on aura le truc, on aura le Scribe login. Scribe login, tout simplement qui va nous permettre de nous loguer tout simplement. Maintenant, jusqu'ici, la première des choses qu'on va d'abord faire, on va d'abord créer une route dans notre application qui va gérer cette notification là. Donc, qui va gérer notre notification. On va revenir au niveau de notre application à ce niveau-ci. Au niveau du contrôleur Scribe controller, on va créer une nouvelle route. On va créer une nouvelle route qu'on va appeler Scribe Notify tout simplement. Je sais pas, c'est on va appeler cela Scribe Notify. On va appeler cela Scribe Notify. À ça, on va faire quoi? Un public function. On va appeler cela Scribe Notify. À cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner un type response tout simplement. Venant de HTTP Foundation Response de Symfony, tout simplement. Ici, donc, on a déjà notre route qui a été créée. Maintenant, ici, donc, on peut donc directement, on aura besoin de la request pour pouvoir importer, pouvoir recueillir les informations venant de la requête. C'est-à-dire recueillir les informations transférées par Scribe, tout simplement. À ça, on va stocker cela dans $request. Maintenant, ici, c'est bien. On a créé notre route de notification. Donc ici, on a créé notre route qui va déjà nous permettre de pouvoir notifier, recueillir les informations de nos notifications. Donc ici, on peut donc procéder à la connexion de notre truc. Donc on va se rendre ici là. On va donc passer à la deuxième étape, qui est quoi? Qui est Scribe Login, qui va déjà nous permettre à créer une session, à lier notre local à l'espace Scribe tout simplement. Alors, vous allez ouvrir de nouveau votre invité de commande tout simplement.
on va se loguer à notre compte Scribe, tout simplement. Vous allez faire un Scribe. Vous suivez tout simplement cette documentation. On va faire un Scribe login. Et puis, on va taper sur Entrée. Cela va générer quoi? Cela nous demande tout simplement de copier ce lien pour pouvoir coller au niveau de notre navigateur. Vous allez copier ce lien. Le lien qui va faire comment? Qui va nous permettre de pouvoir nous authentifier depuis notre invité de commande. Vous allez copier ce lien. Ensuite, vous allez aller. Je rappelle que ici, c'est CTRL plus Shift plus C, tout simplement. Si vous êtes dans un invité de commande ordinaire, c'est CTRL plus Shift plus C. C'est pas CTRL plus C, tout simplement. Vous sélectionnez et vous faites CTRL plus Shift plus C. Parce que avec CTRL plus C, dans l'invité de commande, ça va tout simplement annuler l'ensemble. Donc, arrêter l'ensemble. On a copié ce lien. Ensuite, on va revenir là. On va coller sur notre navigateur et puis on va valider, tout simplement. Vous allez constater qu'ici, on est bien redirigé. Ici, on demande d'autoriser quoi? L'accès. Vous allez tout simplement autoriser l'accès. Vous allez cliquer là-dessus pour autoriser l'accès. On a ici accès autorisé, tout simplement. Donc, si je me rends maintenant au niveau de mon application, on va patienter. Maintenant, il dit tout simplement qu'on peut maintenant faire comment? Fermer. On peut maintenant fermer cette autorisation. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre et retourner au niveau de l'interface de votre ligne de commande. J'ai fermé et je reviens maintenant dans l'interface de commande. Je tape sur Entrée. Vous avez là ici, on a mis Done. Donc ça suppose bien que on a bien pu nous connecter tout simplement. Donc vous avez la clé qui peut vous permettre de connecter à partir de là. On dit que vous pouvez toujours vous connecter à partir de cette clé là. Donc si vous devez vous connecter la prochaine fois, et pour oublier de passer là, vous pouvez toujours vous connecter par cette clé-ci qui a été générée, tout simplement. Donc ici, c'est bien. On a pu nous connecter à partir de votre invité de commande, tout simplement. Donc, on va revenir ici. Maintenant, il demande à faire comment? Il demande maintenant ceci, de faire un quoi? Un Scribe listing to. On va maintenant lier cela à notre route qui est en local. Vous allez copier ceci. Ensuite, on va revenir au niveau de notre invité de commande. On va faire ceci. On va faire quoi? On va dire... on va coller. On a un script listing. Scribe listing tiret forward. Listing forward. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On entre dans quoi? La route qui est en local. En local, nous sommes sur quoi? Sur 127.0.0.1. 2 points. On est dans 8000. On est dans le port 8000. Slash. Tout simplement. J'étais dans quel port? Slash. On va revenir là. On a un slash Scribe /Scribe tout simplement notify. Donc ici qu'est-ce que j'ai? Je m'en vais, on va le lier à notre route retour qui va gérer la notification en local à partir de Scribe listing forward tout simplement 127. Vu que je suis sur 127.0.0.8000, vous pouvez changer le port dans le cas où vous êtes dans un port différent. Donc, si vous êtes entre le port de votre application à local, /Scribe tout simplement. Après cela, on a quoi? On a /notify et on a pris cela depuis la documentation, tout simplement depuis ici. Donc ici, après cela, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur Entrée.
On tape sur entrée, on patiente. Donc ici j'ai une erreur, on dit on no forward, c'est forward to. Ici, j'ai bien fait une erreur, je vais revenir là. Forward to, tout simplement. Ensuite je valide, on va patienter. Ici bien c'est bien, ici tout a bien fonctionné. Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont générer une clé qui va me permettre de pouvoir me connecter tout simplement depuis mon fichier, qui va permettre de créer la session entre mon webhook et Scrap tout simplement. Vous allez recueillir, vous allez copier cette clé-ci. Chez moi, je veux la copier. Vous allez la copier. CTRL+C, vous allez la copier. Ensuite, vous allez la stocker quelque part. Ensuite, je vais la stocker quelque part. Maintenant, c'est bien. On peut donc revenir dans notre application et on commence à coder notre partie contrôleur. Donc, on a déjà lié. Voilà. On va donc revenir ici dans notre application. Dans slash notification, on va donc gérer le code de la notification. Donc, on va donc recueillir les informations venant de quoi? Venant de Scrap tout simplement. On va maintenant passer ici. On va dire, on va d'abord faire un set. Scrap set API key. On va d'abord dans un premier temps recueillir la clé d'API. Rappelez-vous bien, on avait la clé d'API à ce niveau-ci. On va copier cette clé d'API, la clé de notre API. On va revenir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, comme on avait cela dans une variable d'environnement, on va utiliser $server. Et dans ce tableau, on va recueillir quoi? On va retourner notre clé Scrap tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va donc associer à notre compte le endpoint. Le endpoint correspond tout simplement au code qu'on venait de copier. Donc ça va permettre d'utiliser ceci comme étant le endpoint de notre service. Donc on va maintenant dire, on va créer une variable qu'on va appeler endpoint underscore secret. Notre variable endpoint underscore secret sera égale tout simplement à quoi? À notre clé qu'on a récupéré depuis Skype tout simplement. Donc c'est en fait cette clé-ci tout simplement. Donc c'est ceci. On a pris notre endpoint secret tout simplement. Après donc qu'est-ce qu'on aura besoin? Ici maintenant on a maintenant besoin du corps de la réponse venant de Skype tout simplement. On va créer une variable. On va dire $p le payload. Ça sera égal à quoi? À $request. Get content. Et get content, ça permet déjà de stocker le contenu de la requête. C'est-à-dire la requête qui vient de Scrap tout simplement. Après donc, on va donc dire quoi? On va donc récupérer la signature du paiement. On va dire $. Et cette signature, on peut la retrouver au niveau du header de la requête. Et pour cela, dans le header de la requête, on va donc dire $request
header. On entre dans quoi? On entre dans les headers. Ensuite, on fait un get. On récupère quel header? On récupère Scribe signature. Scribe tout simplement. On va dire signature. Scribe signature. Ensuite, on va stocker. On stocke cela ici. Ensuite, on va créer une variable qu'on va appeler $event. À ce $event, on va déjà dans un premier temps stocker le nul, tout simplement. Après ce $event, on va d'abord faire un try pour essayer de voir si c'est conforme. Hein. Maintenant, on va dire un try. Dans ce try, ensuite on aura besoin d'un catch. Logiquement. Dans ce catch, on peut faire quoi? Faire un next. On peut faire un expected ceci et puis on stocke dans quoi? Dans $e. Dans $e. On peut donc faire un return. En cas de on va faire quoi? On va faire un return de new response. New response. On va faire un payload. Invalide. Payload invalide. À ça, on va passer une réponse de type 400. On va passer un statut 400. Maintenant, dans notre bloc try, on va dire $event. Ensuite, on va dire scribe. $event égale à scribe 2 points. On va dire scribe webhooks tout simplement. On va construire un événement. Construct events. Dans ce construct event, on va faire comment? On va bien vérifier si les informations envoyées, si la clé correspond vraiment à la clé envoyée depuis Scribe tout simplement. Ici, après ceci, qu'est-ce qu'on fait? On aura déjà besoin du $p payload tout simplement. Après cela, on aura besoin de la signature. $sign header. Après la signature, qu'est-ce qu'on a besoin? On aura aussi besoin du endpoint. Endpoint secret. Je rappelle que c'est le endpoint secret qui va permettre de pouvoir gérer la sécurité. Donc ça suppose que un utilisateur qui n'a pas votre endpoint ne pourra pas accéder à votre requête. Donc ceci tente seulement de gérer cette vérification là. Et pour gérer cette vérification, on passe par webhook tout simplement. On passe déjà en premier paramètre le payload qui est en fait quoi? Le contenu de la requête. Ensuite, on récupère quoi? La signature. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc le endpoint secret. Tout ceci va déjà nous permettre de pouvoir gérer cette sécurité-là. Donc, pour éviter de faire en sorte que les gens qui n'ont pas les droits à notre application puissent accéder à cette partie de notre application. Donc, ça suppose que pour faire fonctionner cette section, pour pouvoir faire une notification, parce que un pirate peut se fixer sur votre application et tente de faire une notification au niveau de ce fichier-là. Et si le système n'est pas sécurisé, je rappelle, si le système n'est pas sécurisé, il va forcer la commande et pouvoir ajouter des commandes dans votre application. Et là, déjà, vous convenez déjà avec moi que là, c'est déjà un très risque parce que
il va essayer de voler et sa commande pourrait être livrée, tout simplement. Donc, pour éviter cela, on fait cette petite vérification aussi. Dans le cas où ça ne correspond pas, on va simplement retourner quoi? Retourner une réponse qui sera quoi? Payload invalide. Donc, pour pouvoir accéder à cette requête, on doit d'abord vérifier les endpoints. Les endpoints qui avaient été générés. Cette clé-ci. Pour voir si la clé correspond vraiment à la clé qu'on a obtenue bien depuis Scrap, tout simplement. Ici, maintenant, c'est bien. Après cela, on peut aussi ajouter à ça quoi? On peut aussi ajouter à ça une exception. On peut aussi ajouter à ça une exception, tout simplement, en faisant de nouveau un catch. Un catch où on prend quoi? On prend un scrap exception, signature, vérification, exception. Ici, ça va déjà nous permettre de pouvoir vérifier la signature. Est-ce que la signature est conforme? On va, si la signature n'est pas conforme, on fait donc ceci. On va donc faire comment? On va donc encore retourner une nouvelle réponse. Ensuite, on va faire un return de new response. On va faire un new response. À ce new response maintenant, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va donc retourner aussi un message. On va dire signature invalide. Si la signature n'est pas invalide, n'est pas valide, on va donc retourner ce petit message à notre visiteur. Signature invalide, tout simplement. Maintenant, on va donc recueillir maintenant l'objet event. On va donc descendre plus bas. On va descendre, on va faire un switch qui est une forme de condition. On va dire $event. $event type. On va récupérer le type de notre événement. Ensuite, à l'intérieur de cela, on va faire un case. À l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre switch, on va faire un case. Dans ce case, on va ajouter quoi? On va ajouter un payment intent.success. On va dire si quoi? Si le paiement est bien effectué, qu'est-ce qu'on aura? On va déjà faire une première étape. Cette première étape va déjà permettre de... On va faire un $payment. On va faire un $payment intent. C'est-à-dire, on va donc créer cette variable qui sera égale à quoi? Qui sera égale à $event. $event data. On va recueillir les données. Data. Après data, qu'est-ce qu'on va faire? Faire cela en objet. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ici, ça contient l'objet du paiement intent. Tout simplement. Après, on peut faire comment? On peut maintenant prendre quoi? On va stocker. Ici, ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va recueillir les informations de paiement, toutes les informations venant de l'ensemble. On va les stocker dans un fichier test. Donc, c'est peut-être dans une future vidéo qu'on va stocker en base de données. Donc, c'est pour ne pas avoir une vidéo qui sera extrêmement longue. Donc, pour cette première vidéo, on va tenter de recueillir la requête venant de Scribe et stocker donc les informations de cette commande au niveau d'un fichier pour l'instant. Et par la suite, on pourra donc stocker cela au niveau de quoi? Au niveau de notre base de données. Maintenant, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va déjà, ici, on tente de faire comment? Ici, on tente de recueillir les informations. On tente de recueillir les informations venant de la requête. Maintenant, ici, on va déjà créer le nom dans lequel on souhaite stocker notre quoi? Les informations de notre requête. On va dire $filename. On va dire $filename. On va appeler notre fichier. Donc, vous allez générer notre scrap détail. Scrap-détail. On va récupérer les détails. Ensuite, on peut mettre un tiret.
Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer un identifiant unique. On va prendre la fonction unique qui va nous permettre de générer un identifiant unique. Parce qu'on peut avoir plusieurs fichiers en local. C'est pour éviter d'être erreurs du genre, ce fichier existe déjà et tout. Donc, on va faire ceci. Et ensuite, on va faire comment? On va finir par .txt. Tout simplement. TXT au lieu de texte. .txt. Pour stocker cela au format test. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire comment? On va donc sauvegarder cette réponse dans un fichier. On va donc utiliser la fonction file underscore put content qui va permettre d'enregistrer ces informations dans un fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà entrer déjà premièrement un fichier dans le tweet. Donc voilà. Donc on va stocker quoi? Paiement intent. C'est-à-dire on va stocker cet objet-ci. Cet objet. Et non. Ici, la première valeur, c'est d'abord le nom du fichier. On va d'abord faire un $filename précédé d'une virgule. Ensuite, à ça, qu'est-ce qu'on stocke? On stocke tout simplement on stocke tout simplement le contenu de la requête venant de quoi? Venant de Scribe tout simplement. Voilà. Ici, on avait quoi? Donc, on avait ceci. Ici maintenant, on va continuer. Je pense que déjà ici, on a donc pu stocker les informations de ceci. Ici, donc, on peut donc faire un break. Tout simplement, vu qu'on est dans le cas d'un switch. Après cela, on va aussi utiliser ceci. Si l'objet maintenant contient quoi? Le paiement méthode. Dans case, si on est donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire quoi? Faire $pay méthode. Égal à $event. Data. On prend toujours à quoi? Object. Tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un break. Là maintenant, on va encore de nouveau faire un case. Bref, default. Dans ce default, on aura tout simplement un break. Ici, c'est dans le cas où on souhaite gérer d'autres types d'événements. Ici, tout simplement. On peut faire ici, c'est dans le cas où ça contient l'objet paiement underscore méthode. Ici, c'est dans le cas où ça contient quoi? Paiement intent tout simplement. Donc ici donc déjà c'est bien. On a fini avec l'ensemble. Donc je pense déjà que
on peut déjà tester. Donc, à partir d'ici, donc, on peut donc, ici, je pense que vu que on a fait un response, vu que on a de type response, notre classe doit retourner un message de type response. On peut donc faire une réponse ici, tout simplement là, faire un return. On peut faire une réponse de new response. À l'intérieur, on peut afficher événement reçu au cas où tout se passe bien. Événement reçu. Et on passe une réponse de type 200. Ici, bien, c'est bien. Je pense qu'ici, on a donc géré le code de notre web. Sauf qu'ici, on va recevoir les informations de la commande, les informations transférées depuis Script. Et il fait comment? Et le sauvegarder dans un fichier test. Ce qu'on venait de faire ici. On va donc enregistrer, et comme on le sauvegarde dans un fichier test, ça se peut donc que après la requête, si notre web reçoit bien, je rappelle que si notre web reçoit reçoit bien la requête, il va créer ce fichier là au niveau de public, et ensuite il va stocker notre fichier test qui contient les données envoyées depuis Script tout simplement. Donc ici, je peux déjà enregistrer. Et ensuite, on va tester. On va maintenant tester. Pour tester, je veux initier un nouveau paiement. Je vais me rendre dans mon application. Je dois ajouter des produits au panier. J'ajoute au panier. Je vais ajouter 2 produits au panier. J'ajoute un autre produit au panier. Ensuite, je clique sur valider la commande. Tout simplement. À ce niveau, pendant la validation de la commande, je dois entrer les informations du client, tout simplement, et laisser la page payer à la livraison. Et c'est ceci, parce qu'on souhaite payer en ligne, et cliquer sur continuer. Après cela, on sera redirigé vers Script dans ici, c'est à ce niveau qu'on va faire comment? Qu'on va payer notre facture. Ici donc, je reçois donc les frais de livraison, l'ensemble des frais et tout cela. Et donc ici, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de remplir le formulaire. Comme j'avais dit, c'est 42, 42, 42, 42, tout simplement. Et ensuite, au niveau de la date d'expiration, vous allez entrer une date qui est valide. 2025. Décembre 2025. Donc, vous allez entrer une date qui est valide ici. Vous allez entrer ensuite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez tout simplement à cliquer sur payer. Et puis, on va essayer de voir si on reçoit la requête ici. Vous constatez qu'ici, on reçoit bien la requête à partir d'ici. Il faut bien constater que notre web a bien transféré la requête. Tout simplement. On a bien envoyé la requête depuis notre. On a 200 la requête, que tout a bien fonctionné. On va maintenant retourner au niveau de notre application et voir si on a bien une autre. Si je me rends maintenant dans public, j'ai un fichier là et que j'ouvre ce fichier, vous pouvez constater que j'ai bien dans ce fichier les informations de paiement. Donc on a bien réussi notre application. Donc tout fonctionne parfaitement. On peut dans cette requête voir les détails. On voit les détails de la commande. On a l'objet payment intent tout simplement. Dans cet objet, on essaie de travailler. On a quoi? On a le montant qui était de 39 $. Et comme vous avez bien expliqué, sur Script tout simplement, ça se donne en ceci. Ça se pose donc que si les frais de votre panier étaient à 39 $, ça va passer à 3 900. Donc il faudra diviser par ça. Parce que c'est en centime pour avoir le montant en euros tout simplement. Donc ici c'est ce qu'on essayait de faire. Donc votre paiement était à 39 €. On a quoi? On a la capture, on a les détails, on a voilà. Vous allez voir les informations de paiement ici. Donc on a fini. Vous avez les informations de livraison. Ces informations ont été envoyées depuis Script. Donc ça suppose donc que ici tout fonctionne bien. Ici on a le panier, on a l'adresse. Bon voilà, on a tout. Donc ici, si vous avez les informations, vous pouvez passer ces informations au niveau de metadata.
vous l'avez ici. Dans Scrap Paiement, dans notre méthode c'était un tableau vide. Bon, dans votre cas, si vous avez des informations supplémentaires à passer, ça peut la vous allez passer cela au niveau de là. Donc, vous pouvez constater que là, on a bien reçu les informations de notification dans notre route de notification, dans notre webhook. Notre webhook qui devait recevoir la requête contenant les détails de la commande depuis quoi? Depuis Scrap. Et à partir de ça, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc faire une mise à jour au niveau de la base de données. Ça suppose donc que quoi? Que au niveau de Scrap Controller, au lieu d'enregistrer ces détails dans un fichier test qu'on venait, au lieu d'enregistrer cela dans un fichier test, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait tout simplement se connecter à notre base de données, vérifier si les informations de la commande correspondent, vérifier la commande avec l'identifiant de paiement qui correspond à celui aux identifiants envoyés depuis Scrap et faire donc la mise à jour au niveau de la base de données et stocker donc et marquer donc la commande comme étant payée, comme étant une commande valide. Mais avant toute chose, vous devez d'abord stocker les informations de la commande dont le client souhaite payer, les informations du panier dans une base de données avant le paiement et stocker aussi l'identifiant du paiement. Après maintenant le paiement, vous revenez maintenant dans la base de données, vous faites donc une mise à jour. Je suppose que c'est peut-être ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va faire une mise à jour au niveau de notre base de données à partir des informations venant de quoi? Venant de Scrap, tout simplement. Et puis on va stocker depuis notre route de notification qui est Scrap/notify, app Scrap/notify qui va recevoir la requête venant du serveur Scrap. Et comme j'avais dit, dans le cas si votre application est hébergée, vous n'aurez plus besoin de l'invité de commande. Vous allez justement ajouter les endpoints. Donc une fois votre application en ligne, vous allez seulement ajouter les endpoints. Et quand vous allez ajouter les endpoints, ça va vous générer toujours le code, un code que vous allez pouvoir ajouter ici. Si vous ajoutez une URL au niveau de Skype, tout simplement, vous ajoutez une URL si vous passez par un endpoint, vous ajoutez une URL, ce qui est sûr, voilà, ça va générer des informations qui vont vous permettre de pouvoir lier votre page Notify à partir du endpoint secret. Il va déjà permettre de pouvoir recueillir les informations venant de cette requête là. Je pense que ici on a vu l'essentiel. Vous pouvez ajouter autant de commandes, vous pouvez ajouter autant de commandes que vous possible, voilà. Après le paiement, vous pouvez constater on est bien redirigé vers la page de succès que vous allez devoir customiser, qu'on avait ajouté tout simplement au niveau de quoi? Au niveau, je crois, dans Scrap Payment, on avait ajouté cette route-ci. Et puis on l'avait créé. Et puis après un cas de succès de paiement, on est redirigé vers ici. Et je rappelle que cette route de redirection est bien différente de la route de notification ou de la route de webhook. Tout simplement. Donc, ici, on a fini avec l'essentiel. On peut de nouveau tester un nouveau paiement en se rendant tout simplement ici, dans notre application. On va essayer un nouveau paiement. On va ajouter un autre élément au panier. On a ici, bon, je rappelle que ici, jusqu'ici, notre panier est toujours conservé. Donc après le panier, après avoir payé, on conserve toujours le panier. Alors que dans le cas de payer à la livraison, on supprimait le panier dès la validation de la livraison. Dans une prochaine vidéo, on va supprimer ce panier après le paiement en ligne. Et on va devoir justement, on peut ajouter le panier en local. On va ajouter la commande en local qui est en mode, je sais pas, invalide. Et puis, après le paiement, on valide et on verra aussi comment supprimer le panier en cas de succès du paiement. Donc, si on va tester un nouveau paiement, on va se rendre ici. Je dois enregistrer les informations. Ensuite, il va aller dans payer, dans continuer. Continuer tout simplement. On va cliquer sur continue. On va faire paiement.
on sera redirigé vers Stripe tout simplement. Et puis, si je suis dans voilà, les informations, 42, 42, 42, 42, 42, 42, non, je sais pas si j'ai fait une erreur. 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42. Ensuite, le mois, 10e mois de 2025. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un code au hasard. On clique sur payer. En principe, on doit de nouveau recevoir la requête ici, là, à ce niveau-ci. Le paiement a bien été reçu. Si je me rends maintenant, on aura un deuxième fichier qui sera créé. Si je reviens là, on a un deuxième fichier que voici. On a maintenant celui-ci qui est à combien? À 69 €. La dernière commande qu'on venait de faire. Alors que celle-ci, bon, on a donc ces différents fichiers-là qui ont été créés, qui contiennent les informations venant de quoi? Qui ont été transférées depuis Stripe tout simplement. Et même aussi, si vous rendez toujours au niveau de votre compte Stripe, vous allez voir que vous aurez là dans paiement, vous allez aller dans paiement et vous allez avoir les deux paiements. Le premier paiement c'était à 14h27, le deuxième à 14h19. Vous pouvez constater que je suis à 14h28. Le dernier était à 14h27. Celui-ci était à 14h19. On peut déjà ouvrir cette commande. Et cette commande à combien? 69 €. C'est payé à combien? À 69 €. 0,00. 69 centimes. Si je me rends maintenant là, à ce niveau, on a ce 69 là, tout simplement. Donc, on a l'identifiant. Ici, on a notre identifiant. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. Déjà, voilà, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez surtout pas de la liker, hein, voilà, de la partager à toute personne qui ça peut aider. Et on se prend dans une prochaine vidéo, dans la 28e partie, dans laquelle on va déjà supprimer le panier en cas de paiement et en cas de paiement réussi. Et aussi, on pourra aussi valider la commande en local. Donc, on va déjà stocker la commande en local qui sera en attente de validation. Et ensuite, après notre paiement, on va donc valider cette commande. Donc, on va arrêter ici et à très bientôt.